Pour cette première soirée Stars and Stories 2023 au Casino de Montfaucon-les-Bains, nous parlerons de LV, davantage de MH, avec PS Philippe Chose, nous sommes au Luxembourg, ou Philippe Chose à Paris, président directeur général de Moisensi. Que vous applaudissez. Et vous avez un micro, Philippe, que vous pouvez prendre. Merci. Voilà, donc bienvenue. Étiez-vous déjà venu, d'ailleurs, dans ce casino qui fêtera bientôt, si je ne dis pas de bêtises, je parle sous le contrôle de Guido Bergman, son directeur général, son 40e anniversaire. Oui, j'étais venu il y a très très longtemps. C'était un plaisir interdit. Oui, jeux interdits. Exactement. Alors, si vous êtes avec nous ce soir, Philippe Chose, c'est peut-être d'abord parce que vous êtes luxembourgeois, et c'est pourquoi nous sommes réunis au Purple Lounge, chez vous, dans un pays de tradition viticole, depuis les Celtes, les Gaulois et les Romains. On peut dire que c'était un petit peu avant LVMH. Première surprise, nous allons en parler. Nous avons devant nous ce verre, ce Chandon Garden Spritz. Et donc, ce soir à cadeau, celles et ceux qui nous font l'amitié de passer la soirée avec nous ont le plaisir de siroter ce Chandon Garden Spritz élaboré avec un vin mousseux argentin. Oui, alors, Robert Jean Vogüé, qui était un manager très important de Moët et Chandon pendant la période de la Deuxième Guerre mondiale et après, avait décidé d'aller chercher des terroirs dans le Nouveau Monde pour pouvoir y développer un vin mousseux de la qualité du champagne ou aussi proche que possible du champagne. Et donc, il est allé en particulier en Argentine et puis au Brésil et puis dans d'autres pays. Et il a donc monté une organisation, il a acheté des terrains, il a planté de la vigne et ils ont développé un vin mousseux qui aujourd'hui en Argentine est le leader du marché. Donc c'est Chandon en Argentine. Et alors l'équipe Chandon a développé des variations, des innovations, dont une qui est celle que vous avez ici, qu'on a découvert là-bas, et où ils sont allés chercher des écorces d'orange, des zestes d'orange qu'ils ont macéré avec du sucre dans de l'alcool et cuit pour en faire une liqueur qu'ils ont rajouté au moment du dégorgement du vin mousseux et avec une pointe de Malbec pour donner une petite teinte de couleur. C'est l'âge argentin. Il n'y a pas de colorant, contrairement à d'autres produits, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas d'arôme artificiel, donc c'est complètement naturel. Donc ça a donné ce qu'ils ont appelé Chandon apéritif. Et nous, en l'introduisant en Europe, on s'est dit, on va l'appeler Chandon Garden Spritz. Garden pour dire la naturel, jardin. Et puis Spritz, parce que ça nous rappelle quand même les Spritz autrichiens et italiens. Et voilà. Donc c'est pour ça qu'on dit Spritz. Alors, vous offrez, Moët et Chandon offre ce soir à nos amis, et chacun son verre. Donc, ce soir au Purple, vous offrez le Chandon Garden. Et je vous propose, Philippe, de trinquer avec vous toutes et vous tous. Trinquons, à votre venue ce soir au Purple Lounge, effectivement, sur cette soirée. L'idée, avant de parler, alors bien sûr, nous allons parler de Louis Vuitton, de Moët et Chandon, de LVMH, mais avant, faisons connaissance avec vous, si vous le voulez bien, Philippe Chose, et peut-être remontons à votre enfance. Vous avez grandi dans quel environnement, dans quel univers familial qui vous prédestinez peut-être à quel futur professionnel? Écoutez, je suis né dans la ville de Luxembourg, où je suis resté jusqu'à mes 18 ans, quand je suis parti faire des études d'ingénieur en Belgique. Je crois que mon enfance était sans grand problème, ni difficulté, sans événements particuliers, comme tout bon petit luxembourgeois. Ah oui, comme oui, tous les petits luxembourgeois sont de bons élèves. Vous étiez-vous le premier de la classe? Non, pas du tout. Non, j'étais dans une bonne moitié, qui était un peu au-dessus de la moyenne, mais certainement pas le premier. Et vous vous êtes destiné et vous avez effectué des études qui, a priori, ne vous mènent pas en vol direct vers Moët-Hennessy. Oui, alors j'ai fait des études d'ingénieur en aérospatial avant à Liège, en Belgique, pendant 5 ans, et puis pendant ces études et pendant les stages que j'y ai fait, je me suis rendu compte que finalement le métier d'ingénieur ne m'intéressait pas vraiment.
Et donc, je me suis passionné à un moment pour la finance. Et donc, mon premier job, effectivement, a été dans la finance, à Bruxelles, chez JP Morgan. Qu'avez-vous appris chez JP Morgan? JP Morgan? Plusieurs choses. J'ai appris ce que c'est que l'organisation d'une grande organisation. J'ai appris à mieux comprendre la finance et j'ai surtout appris que c'était pas pour moi. La finance. Voilà. Donc, du coup, vous êtes reparti à l'université Philippe Chaus et vous êtes diplômé de l'Institut européen d'administration des affaires, l'INSEAD, qui est une école privée de management, aujourd'hui qui a 3 campus, alors à Fontainebleau, à Singapour et à Abu Dhabi. À l'époque, il y avait un seul campus qui est à Fontainebleau, donc c'est l'INSEAD. L'INSEAD, donc c'est celui-ci. Voilà, c'est un peu le Harvard européen, et donc j'ai effectivement complété ma formation par des techniques de business. Et donc après l'INSEAD, je ne savais pas vraiment quoi faire. Je savais que je voulais ni devenir ingénieur ni banquier, mais je ne savais pas quoi d'autre. Et donc j'ai fait un choix qui était celui d'aller dans un cabinet de consultants, en me disant que c'est là que j'allais apprendre ou trouver peut-être le secteur qui me conviendrait. C'est pour ce cabinet que vous avez travaillé donc en Allemagne, le Boston Consulting Group, et vous êtes installé à ce moment-là à Munich. Oui, tout à fait. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans, et là j'ai sur un projet que j'ai effectivement trouvé ce qui m'intéressait. J'ai participé à la réorganisation d'une boîte de mode suisse, d'ailleurs, mode et de chaussures suisses, tout le monde connaît le nom, et ça c'est un projet qui m'a beaucoup plu. Et donc suite à ça, je me suis dit, je dois travailler dans les produits alors je disais pas de luxe à l'époque, des produits de consommation de haute valeur, internationaux, etc. Produits d'excellence, de grande qualité. C'est ce qui vous attirait vraiment? Voilà, c'est ce que quelque part j'avais envie de trouver. Et puis, par le plus grand des hasards, un ami de mon père à Luxembourg, qui était un ancien collaborateur de Villeroy & Boch, m'a suggéré, que je voyais de temps en temps chez mon père, m'a suggéré de rencontrer le président de Villeroy & Boch à Luxembourg, qui était monsieur Antoine de Choremer. Et puis après, j'ai rencontré monsieur Manning von Borg. Et suite à tout ça, on m'a proposé d'être le directeur international de Villeroy & Boch. Donc effectivement, c'est en 1992, vous devenez le directeur international des ventes, directeur général de la division des arts de la table en 1999. Mais c'est vrai, vous avez cet intérêt pour les arts de la table, vous ne l'aviez pas en arrivant? Non, mais les arts de la table, ce qui est magnifique dans les arts de la table, c'est que c'est des beaux produits, c'est une distribution mondiale, c'est un processus industriel qu'on peut comprendre, qui est pas mystérieux, c'est un processus artistique. Oui, là vous avez des exemples effectivement là c'était je sais pas comment ça s'appelle, la palme, la boule, je crois la boule, oui. Donc c'était un concept assez innovant. Et puis c'est des boutiques, mais c'est aussi la restauration, des hôtels. Donc c'est un très beau secteur parce qu'on touche à plein de sous-secteurs très amusants. Et donc il y a aussi toute cette collection, je pense que dans les quelques semaines après Noël, ça c'est tout à fait typique de Villeroy & Boch, cette collection de vaisselle de Noël, et puis toutes ces décorations de Noël. Enfin, je pense que quel que soit l'âge, enfin, notre âge, enfant, adulte, on a des yeux d'enfant quand on regarde tout ça. Oui, alors on a fait plein de choses amusantes. On a fait des petites figurines, on a fait des sous-traités en Chine. J'ai développé des services de porcelaine en Corée. On a évidemment développé tout un tas de séries toujours nouvelles, réimaginées, tout en continuant à vendre des vieux classiques comme le vieux Luxembourg ou basket. Donc c'était vraiment très très amusant. Et puis à un moment, je me suis lancé dans le mobilier aussi. On a développé une gamme de meubles parce qu'on avait des meubles en magasin et les consommateurs arrivaient en disant vos meubles sont très beaux, est-ce que je peux les acheter? C'est pas des meubles destinés à la consommation, donc on les vendait pas. Et donc j'ai eu l'idée de créer une division meubles au sein de Villeroy & Boch. Ça a été un fiasco assez redoutable puisque on a dû tout détruire. On avait énormément de problèmes de qualité. Il reste un vestige de ce meuble sous la forme d'une table que j'ai à la maison. Voilà. Vous avez utilisé, Philippe Chaus, le verbe développer, c'est ce qui vous caractérise, développer. Oui, je crois. Oui. Il y a 2 verbes peut-être, et je pense qu'on aura l'occasion de les réutiliser, développer, diversifier. Tout à fait.
Alors, on avance dans le temps, on avance assez vite, mais en même temps, nous passons 1 heure ensemble. Et puis, l'idée, c'est de vous donner la parole, bien évidemment. Vous pourrez poser des questions à Philippe. Il y a 20 ans, c'est votre anniversaire cette année. En 2003, vous rejoignez Louis Vuitton en qualité de président Europe avant d'être nommé directeur international en 2006. Donc, on va, avant de parler de Louis Vuitton et de la façon dont vous êtes entré chez Louis Vuitton, peut-être dire un mot sur Louis Vuitton et déjà préciser que, alors on a vu ces 4 lettres tout à l'heure, ces 4 lettres LVMH, nous avons LV d'une part, Louis Vuitton, MH d'autre part, donc c'est 2 et 2, mais si nous réunissons les 4 lettres, l'entité LVMH, le choix de maisons est beaucoup plus vaste. Ce sont environ 70 maisons à forte identité et LVMH représente plus de 150 000 collaborateurs. Oui, donc le LVMH, effectivement, c'est aujourd'hui, alors ça s'est beaucoup développé depuis mon arrivée, mais aujourd'hui c'est au-delà de Louis Vuitton, Moët & Cie, évidemment, il y a des marques comme Dior, Céline, Fendi, Loro Piana dans la mode. Il y a des marques comme Tiffany, Bulgari, Tag Heuer. Je sais que vous portez une Tag dans les montres et la joaillerie. Il y a des marques de beauté comme Guerlain, Givenchy, Christian Dior Beauté, etc. Il y a des marques de distribution comme Sephora, comme DFS, comme Le Bon Marché. Et puis il y a les vins spiritueux, donc MH, dont on parlera, je pense, un petit peu tout à l'heure. Et puis il y a encore des hôtels, il y a encore des choses d'accessoires. Mais donc c'est très grand et c'est un groupe donc qui s'est énormément développé ces dernières années. Et je veux dire que quand j'y suis arrivé donc en 2003, si on m'avait dit qu'un jour ce serait de mon vivant, ça deviendrait la première capitalisation boursière en Europe, ce qu'on est aujourd'hui, j'aurais pensé que c'est absolument impossible. L'entrée de Tiffany, donc on pense tous à ce film Breakfast at Tiffany's avec Audrey Hepburn. L'entrée de Tiffany a été très commentée, hein, Tiffany entrant au sein de LVMH. Je pense que toutes les acquisitions ont été commentées puisque l'entrée récente. Hein. Oui, puisque chaque fois c'est un groupe là pour le coup c'est une icône de l'Amérique qui devient française par son actionnariat, tout comme avant une icône italienne qui était Bulgari était devenue française aussi. Et donc à chaque coup la crainte qui peut se manifester, se dire mais est-ce que cette maison va garder son identité, son âme, etc. Et je crois que justement le génie d'LVMH et évidemment de son président Bernard Arnault, c'est de réussir à ce que les marques individuellement aient une identité très différente et que finalement le consommateur ne se rend pas compte quand il visite une boutique de Bulgari et après une boutique de Tiffany, il ne se rend absolument pas compte que ça fait partie du même groupe parce que c'est géré de manière très séparée et qu'on fait tout le possible pour ne pas avoir d'interférence entre les deux, c'est-à-dire que les deux marques sont quasiment des concurrents, tout comme dans le portefeuille de vins et spiritueux, Moët & Chandon et Veuve Clicquot sont des concurrents. Donc l'idée c'est vraiment de garder, donc ce qui est très important dans le concept même d'LVMH, c'est la notion de maison. La maison étant, donc c'est pas seulement des marques, mais ce sont des maisons. Ouais, vous utilisez le terme de maison effectivement. Et concernant ces maisons, c'est vrai qu'elles sont connues. Vous venez de citer, tout le monde les connaît. Et en même temps, on ne sait pas forcément, sauf si on fait quelques recherches, qu'elles sont au sein de LVMH. Hein. Oui, absolument. Et c'est le but. LVMH est une institution. LVMH n'est pas une marque. Ouais. Les marques, c'est ce qui est en dessous et c'est ça qui est important. C'est ça. Donc 6 secteurs d'activité. Philippe Chausse, alors parlez-nous de vos années LV. Je suis arrivé, puisque vous m'avez demandé comment je suis arrivé, c'est un chasseur qui m'avait contacté, donc comme ça se passe assez souvent, donc je ne connaissais strictement rien à la mode. Je vais d'ailleurs vous raconter une petite anecdote. Quand je suis arrivé chez Vuitton, je connaissais rien à la mode et je ne comprenais absolument pas pourquoi il y avait un tel succès pour les sacs Vuitton et en particulier les sacs avec le monogramme que vous connaissez tous. Et donc quand je suis arrivé dans les premières semaines, j'ai fait des passages en magasin, en atelier, etc. Donc j'ai pu apprécier le savoir-faire, le tout ça. Et puis un jour on m'a dit mais Philippe tu as droit à une allocation de 3 sacs. Et donc, on se dit 3 sacs, c'est formidable. Donc, j'allais choisir 3 sacs pour voyager, etc. Donc, je suis allé dans la collection
pour choisir 3 sacs. Alors, si j'avais suivi mon goût de l'époque, j'aurais pris les sacs les plus neutres possibles. Il y avait des sacs dans un cuir qui s'appelait le cuir épi noir, qui était très très neutre, très élégant, très chic, et qui ne créait pas Louis Vuitton. Mais je me suis dit, si je veux vraiment comprendre cette marque, je dois prendre le produit le plus emblématique. Et donc, j'ai pris 3 sacs en monogramme. Et donc, quand je suis rentré chez moi à la maison, on habitait en banlieue parisienne, avec mes 3 sacs Vuitton, j'ai été accueilli à la maison par des rires, en disant, mais c'est pas toi, ça, tu n'aurais jamais acheté ça. Je dis, oui, mais il faut bien que je comprenne. Et plusieurs semaines plus tard, je suis à l'aéroport Charles de Gaulle pour prendre un avion, et je fais mon check-in à un comptoir, et il y a une très très jolie, gentille stewardess qui fait mon check-in et qui me regarde, et puis qui regarde mes 3 sacs ou mes 2 sacs que j'avais avec moi, et qui dit, ah monsieur, vous avez de très beaux bagages. Et alors c'est passé quelque chose d'assez étrange. J'ai senti en moi une fierté. J'étais fier de mes bagages. Et alors, une partie de moi était fière, et l'autre partie observait celui qui était fier, dit, mais t'es vraiment idiot, t'as pas de raison à être fier, ce sont que des bagages. Et puis, une troisième partie s'est dit, ah, c'est comme ça que ça marche. Ça donne une fierté. On est fier parce que c'est une belle marque, c'est reconnu, et le produit est reconnu et reconnaissable. Et donc, ça a été vraiment mon apprentissage, quelque part, par cette anecdote-là, et d'autres que je vous raconterai une autre fois, de cette marque. À tel point qu'il y a tellement de contrefaçons aussi de sacs Vuitton. Là, on a dit que vous aviez toujours développé, diversifié. C'est ce que vous allez faire dans la gamme Vuitton. Hein, oui, là, ce qu'on a, donc là, il y avait 2 enjeux, 3 gros enjeux dans ces années chez Vuitton. D'abord, il y avait l'enjeu que les boutiques en Europe, dont je me suis occupé pendant les 3 années en Europe, avaient essentiellement une clientèle japonaise. Et on savait que cette clientèle allait diminuer. Et donc, il fallait absolument développer des clientèles nationales. Il fallait que le magasin de Florence qui vendait à des Japonais devienne un magasin qui vende à des Italiens. Il fallait que le magasin de Munich qui vendait à des Japonais devienne un magasin qui vende à des Allemands, etc. Donc, enfin, je caricature un petit peu, mais c'est ça. Et donc, c'était un gros travail de développer dans chaque pays la clientèle locale par des événements par des actions, etc. Donc ça, c'est un axe. Un deuxième axe, c'était la croissance du réseau et la modernisation du réseau. On a donc ouvert des boutiques, j'ai ouvert beaucoup de boutiques en Chine, dans d'autres pays d'Asie, en Europe. On a vraiment développé le réseau. Et puis troisièmement, on a étendu l'offre. À l'époque, ils venaient d'introduire le prêt-à-porter. Et donc, j'ai eu la mission d'introduire les montres et la joaillerie. Et puis après mon départ, ils ont encore rajouté les parfums et autres choses. Bon, cela dit, il y a toujours une clientèle. Alors, d'abord, la file d'attente, j'ai encore vérifié au moment des fêtes de fin d'année, à Noël, juste avant Noël. La file d'attente pour entrer dans le magasin Vuitton au sein des Galeries Lafayette à Paris est toujours très, très longue. Avec, alors, ne parlons pas de la Covid, mais sinon, quand même, une clientèle asiatique importante. Hein. Oui, absolument, ça n'arrête pas. Et d'ailleurs, le succès de Vuitton est absolument incroyable. Hein. C'est vraiment, on a là aussi, Monsieur Arnault a annoncé le chiffre d'affaires qui a dépassé 20 milliards d'euros. Ça aussi, à l'époque où je m'en occupais, on était passé de 3 à 6 et on pensait qu'on avait vraiment atteint des sommets. Donc là, encore une fois, c'est 3 fois plus, hein, pratiquement. Alors, nous parlions de LVMH. Précisons aussi, Philippe Chausse, que ce n'est pas Bernard Arnault qui a fondé, en fait, LVMH. Ce sont 2 personnes qui s'appellent Alain Chevalier et Henri Récamier. Oui, tout à fait. Et puis qui ont été rachetés par Monsieur Arnault relativement peu de temps après, mais c'est pas lui qui a fondé LVMH. Alors, votre première rencontre, Philippe Chausse, avec Bernard Arnault, est-ce que ça s'est fait, vous êtes arrivé en 2003 chez Louis Vuitton, est-ce que vous l'avez rencontré avant d'être engagé? Je suppose que ce n'est pas Bernard Arnault qui effectue les entretiens d'embauche, mais l'avez-vous rencontré facilement? Étiez-vous impressionné à l'idée de le rencontrer pour la première fois? Je ne sais pas si vous aviez le trac, bien que vous aviez déjà un parcours professionnel tout à fait riche. Alors effectivement, je l'ai pas rencontré dans les entretiens de recrutement, donc c'est pas lui qui m'a recruté dans ce sens-là. Probablement 2 mois ou 3 mois après d'avoir démarré sur l'Europe, on avait une situation compliquée à Rome, dans la Via Condotti, où nous avions un magasin
que nous voulions agrandir avec un autre magasin voisin, mais qui voulait échanger une partie de la surface contre une partie de la surface de nos magasins. Enfin, un truc super compliqué à expliquer. Et le patron de Vuitton n'avait pas réussi à l'expliquer à Monsieur Arnault, qui avait dit non, je crois pas, etc. Et il m'a dit, écoute, tu viens dans la prochaine réunion et tu expliques. Et donc, effectivement, j'ai eu cette réunion avec Monsieur Arnault où je me suis un peu positionné en ingénieur, où de manière très visuelle, j'ai expliqué exactement ce qui se passait avec les surfaces. Et donc, le projet a été approuvé. Et puis, à partir de là, pratiquement, j'étais pendant 8 ans, toutes les semaines, dans une réunion d'1h30 avec Monsieur Arnault. Alors, vous dites, Philippe Chose, Monsieur Arnault, vous ne l'appelez pas Bernard? Ah non, Monsieur Arnault, on l'appelle pas Bernard. Qui l'appelle Bernard? Son épouse, j'imagine. Donc, avec Monsieur Arnault. Et aujourd'hui, avec les enfants aussi, Monsieur Arnault, qui sont aussi entrés au sein de Alors, les LVMH. enfants, on les appelle par leur prénom. Mais les enfants, on les appelle, voilà. on les appelle par leur prénom. Vous étiez donc le patron de Louis Vuitton, mais étiez-vous à Paris, vous présentait-on comme le patron luxembourgeois de Louis Vuitton? Je ne sais pas. Je pense que la nationalité n'a probablement pas beaucoup été remarquée. De temps en temps, ça sortait. Il y a parfois de toute façon, il y a parfois des confusions entre Luxembourg et d'autres micro-États. Donc voilà. Ouais. Moi, je me disais que pour les germanopratins, le Luxembourg, en fait, c'est le jardin du Luxembourg. Non? Donc voilà. Mais peut-être intriguez-vous un petit peu. Cela dit, Philippe Chose, en 2011, après ces années Louis Vuitton, vous aviez vos bagages Louis Vuitton, ça vous permettait de voyager, donc vous avez eu envie de changer d'air? Oui, donc après 8 ans chez Vuitton, effectivement, c'est un groupe qui aime quand même bouger les gens. Alors en général, les gens restent dans le même secteur, donc vont bouger d'une marque à l'autre. Et moi, dans mon cas, le groupe m'a proposé d'aller à Hong Kong, m'occuper d'une société très différente qui s'appelle DFS, qui est une société de distribution de produits de luxe en aéroport et dans des grands magasins destinés à des touristes essentiellement chinois. Ouais. Donc, alors les boutiques d'aéroport, je sais pas, vous avez peut-être repensé à cette hôtesse au moment du check-in qui vous a dit avec vos bagages. Et donc là, vous aviez une vie d'aéroport finalement à travers ces boutiques que vous avez là aussi développé, diversifié. Vous avez toujours développé c'est votre rôle aussi bien sûr de patron. 2 missions. Une mission que je m'étais donnée, c'était de passer d'un concept qui était surtout discount à un concept beaucoup plus marque et qualitatif. Donc ça, on a transformé les boutiques dans ce sens-là. Et deuxième mission, effectivement, trouver des axes de croissance. Donc on était très fort dans la région du Pacifique, entre Hawaï, entre Guam, Saipan, Hong Kong, Macao. On était à Okinawa, dans toutes ces destinations touristiques très asiatiques, Auckland, Sydney, etc. Et donc on a ouvert au Cambodge, à Angkor Wat, donc c'est à Siem Reap en fait, près de ruines. Tous ces temples d'Angkor. Et puis on a aussi ouvert le premier magasin en Europe qui était à Venise, le Fondaco. Et puis j'ai préparé l'ouverture du premier magasin en France qui était la Samaritaine, qui s'est finalement décalé et qui a été ouvert après mon départ. Alors, on avance dans le temps et dans votre carrière, Philippe Chose. On arrive en 2017. Je vais retourner le carton. En 2017, c'est là où vous devenez le PDG, le CEO de Moet Hennessy. Alors, comment avez-vous glissé pour le coup, alors bon, il y a eu de LV, puis après Hong Kong, mais après MH cette fois? Ça, c'est vraiment Monsieur Arnault qui, à un moment, me dit, tiens, il y a peut-être quelque chose, mais je crois que vous n'y connaissez rien. Vous n'y connaissez strictement rien, mais il y a quelque chose, Moet Hennessy, est-ce que ça peut vous intéresser? Et puis, c'est parti à partir de là. Et alors, je lui ai dit, c'est vrai que je n'y connais rien, mais je ne connaissais rien à la mode quand je suis arrivé dans la mode. Je connaissais rien au duty free en arrivant dans le duty free. Et ça me semble intéressant. Et j'ai trouvé ça très amusant parce que c'était finalement le métier du luxe que je connaissais le moins bien. Donc ça, c'est un challenge qui vous attire. Oui, c'est amusant de découvrir un nouveau métier. C'est un métier très intéressant parce qu'il faut du jour au lendemain, il faut s'intéresser à ce que c'est que c'est un vignoble, qu'est-ce que c'est que une distillation, qu'est-ce que c'est que un chef de cave, un œnologue, etc. On rentre dans des métiers complètement différents et donc il faut complètement changer de registre et ça c'est très amusant. Alors, est-ce que vous pouvez nous brosser les grandes lignes, nous faire le portrait de Philippe Chose? Oui, alors historiquement, donc Moet Hennessy, c'est donc la branche vin et spiritueux d'LVMH, avec deux
piliers très forts, le champagne, donc Moët, et puis d'autres marques, de Veuve Clicquot, Dom Pérignon, Ruinart, Krug, Mercier, et puis une nouvelle marque qu'on a rajoutée qui s'appelle Armand de Brignac, et puis spiritueux, à savoir Hennessy, le cognac, donc qui Hennessy est d'ailleurs la première marque de spiritueux au monde, spiritueux de luxe au monde, et le leader du cognac représente à peu près la moitié du volume de cognac. Et puis il y avait quelques marques, il y avait 3-4 marques autour de ça, Glenmorangie whisky, Ardbeg whisky et Belvedere essentiellement la vodka. Voilà, et ça c'est un peu ce que j'ai trouvé en arrivant. Mais c'est un groupe qui était déjà pas mal diversifié, on peut dire ça. Oui, en fait on faisait quand même 93% de notre chiffre d'affaires avec soit du champagne, soit du cognac. Alors, moi, j'ai trouvé ce chiffre, Moët et Chandon, plus de 30 millions de bouteilles, ouais. C'est ça. Donc, premier producteur de champagne en volume, et le deuxième est également au sein de LVMH, enfin de Moët Hennessy plutôt. Donc, mais c'est Moët et Chandon, donc c'est le double, et le deuxième, c'est la Veuve Clicquot, qui est le deuxième également au sein donc de Moët Hennessy. Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc en arrivant chez Moët Hennessy, bon, je suis arrivé dans un monde complètement nouveau et j'ai essayé de comprendre ce que je pouvais faire. J'avais pas vraiment de feuille de route. Ça tournait bien. Ça tournait bien, mais il n'y avait pas vraiment de feuille de route. Et mon prédécesseur m'a dit avec qui j'ai eu un handover de peut-être une demi-heure. Votre prédécesseur qui était belge. Qui était belge, m'a seulement dit et qui avait fait des études dans la même université que moi d'ailleurs, m'a seulement dit une chose. Il m'a dit tu vas voir. Il faut, pour croître et développer, il faut que tu fasses ces acquisitions, mais Bernard Arnault ne veut pas faire d'acquisitions dans les vins spiritueux. Bon, d'accord. Donc, on a démarré comme ça, et donc je suis arrivé dans cette maison, et j'ai trouvé je me suis dit, bon, il faut trouver une stratégie, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Je suis là pour apporter quelque chose, et d'abord, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de stratégie de développement et de croissance. Donc, tout s'était fait un peu au fil du temps et qu'il y avait une culture de management qui était assez hiérarchique, assez top-down. Et j'ai constaté assez rapidement que d'abord, c'est une culture qui ne me convenait pas du tout parce que je suis pas quelqu'un d'hiérarchique. Je pense que dans une organisation moderne aujourd'hui, il faut donner le pouvoir aux équipes, il faut leur donner la vision et puis leur laisser le pouvoir. Et puis, deuxièmement, je ne voyais pas comment une stratégie de croissance par des acquisitions pouvait fonctionner si toutefois elle était acceptée et mise en œuvre dans une telle culture. Et donc c'est là que j'ai commencé à travailler à la culture de Moët Hennessy pour essayer d'arriver à un autre niveau. Au sein de Moët Hennessy, bien sûr, on va découvrir davantage Moët Hennessy, mais il y a des grandes maisons et des petites maisons. Moi, j'étais surpris de découvrir, par exemple, qu'il y a un whisky américain qui est sous la bannière LVMH et qui est produit à Woodinville. Moi, je ne connaissais pas du tout, hein, qui se trouve dans la région de Seattle aux États-Unis. Oui, tout à fait. Woodinville, c'est une acquisition qu'on a faite, qui est une distillerie aujourd'hui qui marche bien, qui est dans la banlieue de Seattle. Et qui utilise donc le maïs et le seigle de la région de l'État de Washington, donc puisque c'est dans l'État de Washington, et donc qui est effectivement une marque qu'on n'a pas encore introduite en Europe parce qu'on est encore en train de faire le rollout des États-Unis, mais que j'espère peut-être d'ici 3 ans, 4 ans. On a beaucoup investi dans des stocks, puisque vous savez dans le whisky il faut faire vieillir les stocks avant de pouvoir les vendre, et donc on a aujourd'hui des stocks qui attend d'être suffisamment vieilli pour pouvoir être embouteillé et pour pouvoir à ce moment-là exporter vers l'Europe. Mais qu'est-ce qui vous a attiré, vous, par exemple, dans cette marque-là, dans ce whisky-là? C'est une histoire formidable. Ces deux fondateurs qui sont vraiment des gens bruts de décoffrage, qui vont faire la pêche le dimanche, qui sont à la chasse, qui ont des énormes voitures, enfin des pick-up trucks gigantesques. Ils sont vraiment des Américains, hein. Très américains, et qui ont créé cette distillerie avec un bar où ils sont eux-mêmes. Le matin, ils lancent la distillerie, ils font du whisky, et le soir, ils sont eux-mêmes dans le bar à servir leur whisky. Et donc, c'est une histoire très authentique américaine, et j'ai trouvé que c'était une histoire formidable et qui pouvait durer à long terme. Et surtout, ils font un liquide, un jus, un whisky qui est fantastique. Et donc, quand vous intégrez une maison comme celle-là, vous ne dites pas à ceux qui la tenaient au revoir, rentrez chez vous. Non, absolument pas.
Au contraire, on essaie de les garder le plus longtemps possible parce que ils sont l'âme de la société. Là, il y a un des fondateurs qui vient de nous quitter. Donc après plusieurs années, à 2-3 fois, j'ai réussi à le retenir. Là, malheureusement pas. Bon, voilà. Donc j'ai dû chercher un successeur, mais on a essayé de les garder le plus longtemps possible. Donc, alors, voilà un exemple à l'ouest. Prenons un exemple à l'est. Et en Chine, avec un vin, donc Laoyun, comme on retrouve Yun comme Yunnan. Nous sommes au pied des monts sacrés du Méli, avec des vignobles à des altitudes allant de 2200 à 2600 mètres sur les pentes de l'Himalaya. Donc là aussi, c'est assez inimaginable de penser que LVMH et Moët & Cie vont investir dans un vin dans une région perdue de la Chine. Oui. Alors ça, c'est un projet de mon prédécesseur qui a très bien marché. Donc il a effectivement, ils ont développé de toutes pièces un vin en Chine avec des spécialistes français, surtout venant de la région de Bordeaux. Et donc on a créé un vin dans le style d'un vin de Bordeaux qui pousse effectivement dans un microclimat en altitude. Et ce qui est très intéressant, c'est un vin qui n'est pas produit en très grande quantité, qui est assez cher. Hein. La bouteille se vend dans le commerce vers 300-400 euros. Hein. Donc c'est un vin cher. Et on a eu la semaine passée, il y a eu James Suckling, qui est un grand critique de vin, qui a fait une étude sur les 300 meilleurs vins chinois, et il a fait un ranking, et le premier vin, c'est Haoyun. Donc on est aujourd'hui le premier vin chinois d'après ce ranking de James Suckling. Ça doit être donc c'est une très belle histoire. Ouais. Et un sacré voyage quand vous y rendez, je suppose, de vous retrouver dans ces vignes-là. Ah oui, c'est très très loin. C'est l'aventure. Ouais. Alors, on parle de toutes ces maisons au sein du groupe LVMH, donc des produits de luxe. On parle de luxe, donc de cet univers du luxe depuis le début de la soirée. C'est quoi le luxe pour vous, Philippe Chausse ? Le luxe, c'est beaucoup de choses. C'est le plaisir, c'est l'excellence, c'est quelque part l'équilibre entre la tradition et la modernité. Entre le savoir-faire et l'imagination et la créativité, c'est intemporel. D'ailleurs, quand je regarde des marques à reprendre, à racheter, je me demande toujours, est-ce que je pense que cette marque peut encore exister dans 100 ans ? Si la réponse est non, ben c'est pas pour nous. Donc c'est du très long terme. Donc on est sur le très long terme, et c'est fondamental. Donc voilà, c'est un mélange un peu de tout ça. Le luxe, c'est un peu de tout ça, et puis il y a d'autres définitions, mais j'aime bien parler de cette balance entre tradition et modernité. Et travailler dans le monde du luxe veut-il dire vivre dans le luxe ? Non, pas nécessairement. Je pense que on a des moments où on va être entouré de produits de luxe, on va déguster des produits de luxe comme là maintenant, et puis après le luxe, ça peut aussi être autre chose. Le luxe, ça peut être une belle promenade en forêt, un bain dans un lac, ça aussi c'est le luxe. Donc le luxe a des définitions différentes. Donc le luxe ne s'exprime pas seulement par des produits, mais aussi par des moments, par tout un tas de choses. Mais votre vie personnelle, Philippe Chausse, est-elle une vie d'abord avec les produits des maisons au sein de LVMH ? Vous me disiez, par exemple, il y a ce très beau grand magasin à Paris qui inspira Émile Zola au bonheur des dames, donc au Bon Marché. Est-ce que faites-vous vos courses au Bon Marché ? Est-ce que vous habitez Paris ? Je dois avouer que oui. C'est surtout mon épouse qui fait ses courses au Bon Marché, effectivement. Non, bien sûr, on est quand on baigne dans ce monde, on est un peu plus proche, mais on est aussi, on peut aussi déguster un bon vin luxembourgeois. On peut aussi avoir des petits plaisirs qui sont finalement aussi tout autant un luxe que les grands plaisirs. Ouais. Donc gamme importante qui vous amène à vous déplacer. Avant de préparer cette rencontre, Philippe Chausse, je me disais, bon, il est à Paris, il se déplace sans doute régulièrement en Champagne pour se rendre dans les maisons de Moët & Cie, mais vraiment vos déplacements sont planétaires. Je ne sais pas si vous êtes souvent absent en voyage pendant l'année. Combien de nuits passez-vous à la maison, non, quand même ? Est-ce quand même conséquent ? Je pense que je voyage environ entre un tiers et la moitié de mon temps. Quand même. Voilà. Bon. Ouais. On a parlé des entreprises familiales et de LVMH qui ne dépossèdent pas les marques de leur identité. On peut peut-être dire un mot du contexte actuel, le contexte international, avec
cette crise de la Covid dont nous sortons, mais en Chine, ils n'en sont pas encore complètement sortis, sachant que le marché chinois est important pour LVMH. Est-ce que ce furent des années compliquées au niveau des exportations vers la Chine? Oui, alors d'abord, donc la Covid, on a fait une année très difficile en 2020 quand on a tous vécu des confinements. Personne n'est pu aller au restaurant, dans les bars, etc. Donc ça fait quand même baisser notre chiffre d'affaires. Donc l'année était difficile. On sait déjà en 2021 l'année était très bonne. Donc on est retombé au-dessus des niveaux de 2019 et de 2022 encore plus. Exceptionnel. Donc voilà. Donc tout ça s'est très bien passé finalement. Il y a eu un moment on a parlé de la revanche du plaisir. Les consommateurs qui sont retournés en magasin, et on a vu ça un peu partout dans le monde, sauf en Chine, puisque la Chine est restée en confinement pratiquement pendant 3 ans. Je veux dire, il faut imaginer ça, les gens n'ont pas pu sortir, et ce confinement chinois était d'une brutalité qui n'avait rien à voir avec ce qu'on a vécu en Europe. Bon, il se trouve que avec la même brutalité, on pourrait presque dire, la Chine a décidé de complètement arrêter les confinements, et du jour au lendemain, ils ont arrêté tous les tests, ils ont ouvert complètement tout, et donc ce qui s'est passé, c'est que au moment qu'ils ont fait ça, comme il y avait une population qui n'était pas vaccinée ou mal vaccinée, que tout a ouvert d'un coup, tout le monde a attrapé le Covid, mais sous une version, disons une variante plutôt pas trop dangereuse. Néanmoins, il y a quand même beaucoup de personnes qui l'ont attrapé. Dans nos équipes, 80%. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés malades. On ne sait pas combien de morts il y a eu, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, ils sont en train d'en sortir et qu'on part du principe que la consommation va enfin redémarrer. Et donc la Chine pourrait, alors je dis pourrait au conditionnel parce que on a jamais de certitude, mais pourrait redevenir le moteur économique de la planète par sa consommation dans les prochains mois, et évidemment le monde du luxe en profiterait fortement si tel est le cas. Bon, et cela dit, pendant ce temps-là aussi, vous avez, compte tenu de la crise et notamment la Covid, développé, les ventes en ligne se sont développées. Et ce que vous souhaitez développer aussi, c'est la vente directe. Si je pense dans le domaine du vin, ce sont souvent les petits producteurs, les vignerons qui ouvrent leur cave, mais vous souhaitez que les grandes maisons ouvrent aussi leur cave aux particuliers. Alors, je sais pas ce que veut dire ouvrir les caves aux particuliers. En fait, les accueillir vraiment, parce que les accueillir. Je veux dire, ouvrir le cave, les accueillir. Ah oui, on les accueille. Oui, bien sûr. On a en Champagne, on a des visites chez Moët & Chandon. Il y a une très belle visite chez Ruinart parce que les caves de Ruinart sont absolument magnifiques. Ce sont des caves qui datent du Moyen Âge, qui ont été, en fait, sont des carrières de pierre qui ont été creusées par le haut. Donc c'est une espèce de cathédrale sous la terre. Donc on peut visiter, c'est facile à organiser. On peut s'organiser. On visite Cognac, on visite Annecy, on peut visiter la plupart de nos propriétés. Ça c'est très important. Et d'ailleurs, nous investissons actuellement beaucoup dans le développement de ces centres de visiteurs. On a cité beaucoup de maisons au sein de LVMH. Je me souviens pas si vous l'avez cité, Philippe Chose, j'y pense à l'instant. Moi, je l'ignorais que Château Yquem est au sein de LVMH. Oui, bien sûr, depuis longtemps. Oui. Donc là aussi, on peut visiter Château Yquem. Alors Château Yquem, on peut pas visiter. Non, on peut pas visiter. Donc, sauf à être un client privé, avoir un rendez-vous privé. C'est pas ouvert au public, contrairement aux maisons que j'ai citées tout à l'heure. Alors, je vous propose, Philippe Chose, de prendre les commandes maintenant. Ce ne sont pas les commandes de la fusée, mais les commandes la télécommande pour le PowerPoint. Et vous allez, Philippe Chose, nous donner peut-être une vision encore plus précise de ce dont vous êtes fier au sein de Moët & Cie. Et puis, on va pouvoir échanger et nos amis suivre les images et vidéos sur l'écran, les écrans. Voilà, moi je voulais surtout vous montrer les images parce que finalement les images valent mieux qu'un grand discours. Mais avant ça, peut-être on va voir si ça marche. Alors où est-ce qu'il faut cliquer pour que ça avance? Oups. Ah bah voilà. Donc d'abord, quand même vous dire que derrière toute cette stratégie, il y a une vision, une mission et des valeurs. Alors là vous avez sur ce chart, vous avez notre mission. La mission de Moët & Cie, que j'ai introduite il y a presque 5 ans maintenant, s'appelle Crafting Experiences. C'est-à-dire, notre mission n'est pas de vendre des bouteilles ou des caisses. Notre mission, c'est de créer des expériences formidables pour nos consommateurs et avec le but d'être le leader des vins et spiritueux de luxe, de la nature aux communautés. Puisque nous avons nos propres vignobles, nous partons vraiment de la terre et nous aboutissons
auprès des consommateurs. On est en train de préparer l'ouverture d'un bar à Paris. On a déjà des bars à Champagne dans d'autres pays. On a on a donc des endroits où nous-mêmes sommes aux manettes de la consommation de nos consommateurs. Donc l'idée, c'est de relier vraiment, de faire le pont entre les deux, ce qui est effectivement très rare dans les métiers du luxe, puisque on va rarement vraiment de la nature jusqu'au bout. Voilà, les valeurs aujourd'hui de Moët & Cie, elles sont 5. C'est le partage. Tout d'abord, on partage un verre de Chandon Garden Spritz. On partage les succès, on partage les échecs, on partage des informations, on partage des ressources, l'élégance, parce que tout ce qu'on fait, on doit le faire avec élégance. L'élégance de la manière de servir nos produits, mais aussi l'élégance de quand on s'occupe, quand on traite nos équipes, quand on organise des événements internes ou externes. L'épicurisme. Pourquoi l'épicurisme? Parce que tout ça tourne autour du plaisir, mais un plaisir qu'on veut maîtriser, un plaisir qu'on veut aussi intellectuel, un plaisir qu'on veut raisonnable. Donc on est dans le gourmet, on n'est pas dans le gourmand. Donc Moët & Cie n'a pas pour mission de vendre des quantités industrielles d'alcool. D'ailleurs, les quantités qu'on vend sont finalement pas énormes par rapport au reste du marché. On a plutôt pour mission de vendre les meilleurs produits du marché et les vendre de manière assez répartie, disons, dans le marché. Ensuite, l'intégrité. L'intégrité, évidemment, c'est dans toute société. L'intégrité, c'est important. L'intégrité de la gestion de nos équipes, de l'interaction avec nos partenaires, mais aussi l'intégrité de la terre. Puisque la terre se veut intègre, la terre doit être la terre qui va être le sol, les sols qui vont être transmis de génération en génération, il faut qu'ils restent dans un niveau d'intégrité. C'est pour ça qu'on a une plateforme de développement durable qui s'appelle Living Soil, sol vivant. Et puis la dernière valeur qui est un peu coupée là sur l'écran s'appelle Spirit of Conquest, l'esprit de conquête. C'est-à-dire on est dans la conquête, on a parlé du développement, on peut aussi parler de conquête de nouveaux marchés, conquête de nouvelles marques, de nouvelles maisons, de nouveaux consommateurs, de nouvelles modes de consommation. Donc tout ça fait partie de nos valeurs. Voilà, je vais essayer d'avancer. Voilà. Et puis, ce qui est très important, c'est que quelque part, derrière chaque maison, il y a une histoire de sa fondation, de qui elle est, d'où elle vient. Mais il y a aussi un fondateur dont nous sommes les descendants quelque part. Et donc nous allons essayer quelque part, ou un personnage important dans l'histoire de la marque, et nous allons quelque part essayer de suivre ce fondateur ou d'imaginer ce qu'il aurait fait en notre temps. Je veux dire, qu'est-ce qu'aurait fait Claude Moët s'il avait vécu en 2023 par rapport à tel ou tel sujet. Donc on essaie toujours de rester dans la philosophie de qui a été le fondateur pour ces maisons-là comme d'autres maisons. Et on peut mettre un prénom, du coup, en regardant cette diapo, on peut mettre un prénom sur la plupart des marques, mais on n'a pas le prénom de Madame Clicquot. Ah oui. De la veuve. Oui. On l'appelle. Alors elle a un prénom, mais c'est vrai qu'on l'appelle jamais par son prénom. C'est vrai, on ne l'appelle jamais par par son son prénom. Et pourquoi est-ce qu'on dit veuve Clicquot? C'est très simple. Parce que très jeune, elle a perdu son mari. Ils avaient ensemble monté donc cette maison de vin. Elle a perdu son mari et son mari qui dirigeait cette affaire et comme ou qui en avait en partie hérité d'ailleurs. Et comme il n'était pas permis à l'époque qu'une femme dirige une affaire, sauf quand elle était veuve, et donc il fallait mettre sur la raison sociale de la société, veuve, un tel, pour que tout le monde comprenne que si c'était une femme qui dirigeait ça, c'était parce qu'elle était veuve. Il y a quand même un personnage qui surprend parmi tous ceux que l'on peut découvrir, c'est celui qui se trouve à droite. C'est, me semble-t-il, le seul qui est né au XXe siècle. Oui. Et on se demande un petit peu ce qu'il vient faire là. Ce qu'il vient faire là, c'est qu'il est aujourd'hui un de nos fondateurs puisqu'il a fondé la marque Armand Brignac, dont nous sommes aujourd'hui actionnaires avec lui à 50% chacun. Donc c'est Jay-Z. Donc c'est Jay-Z qui est rappeur américain et qui a fondé cette marque extraordinaire qui est rentrée donc dans notre portefeuille il y a 1 an et demi, 2 ans. Et donc c'est aussi une manière de montrer que les fondateurs n'ont pas tous besoin de dater d'il y a un siècle ou plus. Et il y aura d'autres fondateurs qui vont d'ailleurs se rajouter à cette liste. Je crois que... Voilà. Donc, on est sur l'expérience et si on parle de l'expérience, je peux par exemple commencer à vous parler
d'une marque qui s'appelle NC, et qui est une marque qui a plus de 200 ans. Et NSC a une plateforme de marque qui tourne aujourd'hui autour de la NBA. On est le partenaire de la NBA, National Basketball Association. Alors vous allez me dire qu'est-ce qu'a à faire le basket avec le cognac NC. Vous allez comprendre. Le basket, ce n'est pas simplement un sport. C'est une culture. Autour du basket, il y a plein de choses qui se passent. D'ailleurs, quand vous allez voir un match de la NBA, il y en avait un à Paris la semaine passée, vous allez voir que du début à la fin, c'est de l'entertainment. Il y a des histoires qui se passent, il y a le match, et puis autour du match, il y a plein d'autres choses, il y a des jeux, il y a des représentations, etc. Donc c'est un événement culturel complet. À côté de ça, il y a NC qui, depuis des dizaines d'années, est une marque qui a été très proche du hip-hop américain, qui est vraiment présent sur la scène du hip-hop et d'une marque culte en hip-hop. D'ailleurs, il y a beaucoup de chansons dans lesquelles NC est évoquée, et donc il y a vraiment un lien entre NC et cette culture afro-américaine du hip-hop. Et donc là, vous voyez la proximité entre la NBA et NC. Et donc ce que ça donne, c'est voilà, toujours la NBA. Je crois que là, on va évoquer encore Armand de Brignac, c'est ça. Et vous citiez, on parlait de Jay-Z puisqu'il était en photo. Enfin, c'est pas juste investir. Pour lui, c'est une vraie passion. Je pense qu'il a une vraie passion pour le champagne, pour le vin, avec cette marque qu'il a créée, Armand de Brignac, dans laquelle est entré MH. Et je suppose que ça vous a permis, vous Philippe Chose, en côtoyant Jay-Z, mais de côtoyer Beyoncé. Oui, aussi. Quand même. Mais d'abord peut-être un mot, oui absolument, mais d'abord peut-être un mot sur Armand Brignac. Donc Jay-Z est donc un rappeur qui dans les années 90, début 2000 devient très successful, alors qu'il était né dans un quartier défavorisé autour de New York, qu'il avait eu un début très difficile, que quand il était jeune on lui disait tu n'arriveras à rien, ta génération c'est la génération perdue, vous finirez en prison ou à l'hôpital, et il a réussi à sortir du lot en développant son style de rap, et puis quand personne ne voulait produire ses disques, il les a produits lui-même, il a créé une société de production, et donc il est sorti de là et il a eu énormément de succès et il est devenu très riche. Et c'est un gars qui est extrêmement attiré par tout ce qui est l'excellence. C'est-à-dire, il a d'ailleurs ça en commun avec monsieur Bernard Arnault, c'est que il est vraiment obsédé par l'excellence et le détail. Et donc, il aime les belles choses. Et donc, c'est quelqu'un qui adore les vins et il adore le champagne. Et à l'époque, il buvait une marque de champagne que je vais pas nommer ici, mais qu'il buvait et dont il parlait même dans certaines de ses chansons, et qui était la marque qui était consommée dans les boîtes afro-américaines qui jouaient sa musique. Il y avait aussi cette marque. Et un jour, un des patrons de cette marque a été interviewé par un magazine et on lui a demandé, mais est-ce que ça vous gêne pas que votre marque soit tellement présente dans le monde afro-américain, dans les boîtes afro-américaines? Et il a dit, oui, vous savez, c'est pas génial, mais je peux rien faire. Et donc, le lendemain, Jay-Z s'est dit, mais je n'aurais jamais dû, j'ai fait la publicité de cette marque sans rien toucher. Et voilà que le propriétaire de la marque a honte de nous, on arrête tout de suite, on va monter notre propre marque de champagne. Et donc, il est parti en Champagne, et donc, il a développé cette marque Armand Brignac avec un petit producteur, en designant une bouteille qui, en fait, si vous voulez, ressemble un peu à la coupe d'un vainqueur. C'est une bouteille dorée, elle ressemble à la coupe d'un vainqueur, la coupe la coupe d'un vainqueur après une course. Et l'idée, c'est de dire, c'est la marque qui est bue par les personnes qui sont fiers de leur réussite personnelle et qui doivent leur réussite qu'à eux-mêmes, comme lui, qui doivent leur réussite qu'à eux-mêmes. On pourrait dire que c'est les nouveaux riches, dans le sens des gens qui sont devenus riches par leur travail et pas par l'héritage ou par autre chose. Et donc, il veut que cette marque représente ça, la fierté, la fierté sans ambigu du succès personnel. C'est le vainqueur, c'est la coupe du vainqueur de celui qui a gagné. Et donc, ça donne ceci. On va voir si ça marche, si c'est le bon film. Voilà, ce champagne Armand de Brignac, au niveau de son prix, c'est clairement pas un champagne d'entrée de gamme. Hein. Ah non, absolument pas. Donc le positionnement, c'est aussi une des clés du succès de cette marque, qui est quand même beaucoup de succès. C'est qu'il a, comme il voulait la positionner dans le marché de manière très prestigieuse, il a mis volontairement au-dessus de Dom Pérignon,
qui était la référence dans le marché. Ouais. Et vous ne nous avez pas parlé de Beyoncé, Philippe Chose. Ce sera pour la prochaine fois. Mais on fera une soirée alors consacrée peut-être pas juste à Beyoncé, mais toutes ces belles rencontres. On va évoquer en revanche tout de suite une autre belle rencontre avec un champagne qui fut de son vivant le champagne préféré de Marilyn Monroe. Oui, Dom Pérignon. Dom Pérignon, effectivement, il y a un magnum, mais bon, il est juste une décoration, hein, qui j'espère que non, hein. sur le bar. Ce Dom Pérignon, avec une personnalité on n'associe pas forcément. C'est une surprise de l'avoir associé peut-être à Dom Pérignon. Avec Lady Gaga. Oui, alors Lady Gaga est une artiste et on a effectivement fait un partenariat avec Lady Gaga sur une série de campagnes. Ce que je voulais vous proposer de regarder là, mais je vous demande vraiment de ne pas prendre de photos parce que c'est une avant-première. Ce n'est pas encore dans le marché, ça ne va pas l'être pendant un certain temps. Donc pas de photos, pas de films. Je vous montre une campagne, la dernière campagne ou la prochaine campagne avec Lady Gaga, Dom Pérignon et Lady Gaga. Et là, vous comprendrez pourquoi ça a beaucoup de sens pour Dom Pérignon de travailler avec Lady Gaga. Voilà, je crois que c'est le film en dira plus que ce que moi je peux vous en dire. Voilà. C'est court. Ouais, c'est court, c'est puissant. Vraiment, ah oui. Je me demandais, en regardant ces images, si vous faisiez appel, Philippe Chose, à des réalisateurs connus en partie, oui. Des réalisateurs de cinéma parfois connus. Oui. Mais que je ne sais pas si vous pouvez nous les citer, parce non, qu'en général, pas les citer, mais la oui, plupart des comme on sait que sont très connus, oui. On sait que Martin Scorsese tourne des films publicitaires. Je ne sais pas si vous avez déjà fait appel à Martin Scorsese. Non, pas Martin Scorsese. Pas Martin Scorsese. Donc voilà, pour Dom Pérignon et Lady Gaga, nous avons déjà évoqué Chandon avec en début de rencontre avec le Chandon Garden Spritz. Je crois qu'on a une image peut-être pour Chandon. Montrer rapidement. On en a déjà parlé, mais c'était incroyable cette aventure qui là on a parlé de ce Chandon d'Argentine, mais c'était pas qu'en Argentine, Chandon. Hein. Oui, Chandon, c'est en Argentine, au Brésil, en Australie, en Californie, et puis plus tard en Inde et au Brésil et en Chine. Donc, il existe 6 productions de Chandon différentes, mais qui ont toutes été conçues dans le même principe. Et par Robert Jean de Vogüé à l'époque, toujours lui. Donc à la fin des années 50. Hein. On continue, on avance dans la gamme avec, on revient au cognac avec NC Paradis. Ah ben on a Chandon, pardon. Oui. Voilà, ce Chandon Garden. Moi j'ai trinqué avec toutes ces jeunes femmes qui sont finalement dans ce clip. On revient au cognac avec NC Paradis et ses ambassadeurs. Voilà. Alors là, une autre surprise assez intéressante. Donc, Hennessy Paradis, c'est évidemment le summum de Hennessy. C'est des eaux de vie qui ont jusqu'à 100 ans d'âge, assemblées dans un élixir formidable. Et donc, on a réfléchi à comment transmettre cette idée du paradis, le paradis qu'on ressent quand on goûte du Hennessy Paradis. Et donc, nous avons cherché la partenariat avec 2 musiciens ou deux stars, Alicia Keys, que vous connaissez tous, la chanteuse, et le pianiste chinois Lang Lang. Et l'idée, les deux ne se connaissaient pas, donc Alicia ne connaissait pas Lang Lang et l'inverse, et ils avaient tous ils avaient entendu parler de l'autre et avaient tous les deux avaient envie de travailler avec l'autre. Et donc nous avons créé une rencontre, mais pas une rencontre n'importe où. Nous avons voulu les faire se rencontrer dans un lieu complètement insolite, dans un lieu qui ressemble un peu à ce qu'on peut s'imaginer comme le paradis, sous certains aspects évidemment, et à leur faire une chanson ensemble. Et donc c'est ça ce que vous allez voir normalement si ça marche bien. Oups. C'est dans l'Utah, au sommet d'une montagne. Il y a 2 pianos, 2 Steinway. Et nos 2 amis vont faire ensemble un concert. Donc, vous découvrirez le film. Cette chanson, vous allez la fredonner, Philippe Chose. Oui, non. Ça, je suis pas assez bon pour ça. Mais donc, c'est ça l'idée. Et donc, vous verrez, c'est une idée assez créative et assez extraordinaire. Et puis, ça nous amène, je pense, au dernier. Effectivement. Donc, alors là, on va découvrir un comédien très, très, très connu qui est associé à un personnage. Et c'est moins le personnage qui vous a intéressé que l'homme. Oui, alors on va parler de Daniel Craig. Donc Daniel Craig, c'est évidemment un des James Bond. On le connaît comme James Bond, donc toujours très bien habillé, en smoking,
il va se bagarrer, il va dégringoler les escaliers, il arrive en bas, il se lève, son smoking n'a pas pris un pli, hein, il n'a pas de bosse, il n'a rien, il est parfait. Donc c'est vraiment le James Bond parfait, qui évidemment dans les films va boire son martini stirred but not shaken, et donc martini qui est évidemment à base de vodka. Et donc ça c'est le Daniel Craig que vous connaissez. Et donc on a eu pour idée de se dire, mais et si on voyait le Daniel Craig quand il n'est pas James Bond, quand il est lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Comment est-il? Et qu'est-ce qu'il a envie de boire quand il n'est pas obligé de boire ce qu'on lui demande de boire en tant qu'acteur de James Bond? Et donc l'idée c'est de faire un film avec lui. On lui a parlé de cette idée et on voulait que ça rentre un peu dans l'autodérision, dans le non sérieux, et ça a très bien marché parce qu'il a complètement joué le jeu. Et d'ailleurs, s'est révélé par ce spot comme vraiment un acteur complètement hors pair. Bon voilà, donc j'espère que ça va marcher. Pour le coup, là, c'était un réalisateur de cinéma, effectivement, qui signe le clip. Mais peut-être un mot sur la rencontre, votre rencontre, Philippe Chausse, avec Daniel Craig. Il est très sympa. Ouais, il est très sympa. Il a énormément adoré travailler sur ce clip. D'ailleurs, ça se voit vraiment. D'ailleurs, si vous allez voir sur YouTube, vous allez voir d'autres versions du clip parce qu'il y en a plusieurs. Et vous voyez qu'il a vraiment pris un plaisir personnel à faire ce travail. Ça a été fait à Paris. Donc au début, il est sur le Pont Neuf et puis il rentre dans l'hôtel Cheval Blanc qui appartient au groupe, et l'endroit où il saute sur la piscine, c'est la suite principale de l'hôtel. Donc il y a aussi ce côté lieu absolument que les gens ne connaissent pas encore. Donc il a quelque part il y a aussi cet effet-là, mais en tout cas quelqu'un de très sympathique et qui a pris énormément de plaisir à faire ce qu'il a fait. Je pensais à d'autres comédiens. Là on a fait le tour, enfin, de ce que vous nous proposez, les images, mais je pensais à d'autres comédiens, personnalités, alors françaises et autres, mais je pensais notamment à un autre acteur américain qui est engagé dans un vignoble français, c'est le domaine viticole de Miraval. Oui. Et c'est Brad Pitt. Ah bon, je crois il y a un partenaire, mais est-ce que vous auriez aimé MH entrer, donc prendre des parts avec Brad Pitt? Et puis je pense au vin de Gérard Depardieu, de Carole Bouquet, de Pierre Richard qui est venu ici dans ce Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Est-ce que ça aurait pu vous intéresser ou pas? Alors, quand on étudie des acquisitions de vin, il y a certains critères qu'on essaie de remplir, des critères de volume. Il faut une certaine taille et de prix moyen. Et donc ça sont vraiment les critères qui font qu'on va s'intéresser, parce qu'il y a énormément de propriétés de vin sur le marché. La majorité des propriétés de vin ne gagnent pas d'argent. C'est pas notre objectif. Donc on est très 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 sélectif, et je pense que Miraval, je l'ai regardé. Miraval, c'est un peu compliqué parce que la marque est séparée de la propriété donc c'est pas un modèle qui est facile à exploiter pour nous, mais d'autres propriétés qu'on a regardées sont simplement trop petites, soit en volume, soit en valeur, pour que ça ait du sens pour nous. Et pas d'ambassadeurs français. Là, on a vu plutôt des personnalités anglo-saxonnes, donc d'ambassadeurs français chez MH. Vous savez, d'abord, qu'en France, il y a la loi E20 qui interdit de faire de la publicité sur les alcools. Donc cette publicité que vous venez de voir, on va pas la voir en France, sauf si vous allez la voir sur YouTube. Donc aller chercher des acteurs français, donc, ça a du sens que s'ils sont internationaux. Ouais. D'ailleurs, moi, je connais un pays qui est allé chercher un acteur français pour faire la pub de ses créments. C'est le Grand-Duché de Luxembourg. Il y a quelques années, il y avait la pub avec Gérard Depardieu. Nous allons regarder la dernière photo. On s'approche tout doucement de la fin de la rencontre, puis on va vous donner la parole. Je vais vous laisser regarder, Philippe Chausse, la dernière photo. Celle-là, vous ne la connaissez pas, c'est la photo surprise. Bon, très bien, oui. Et alors ce n'est pas Daniel Craig qui est en photo. C'est son cousin luxembourgeois, Philippe Chausse. Oui, dans le fameux Ultra Trail Mullertal, je vous recommande tous de le faire. C'est une course formidable à travers un paysage magnifique, et on le fait tous les ans. Donc voilà, je sais pas d'où sort cette photo, mais bon. Voilà. Ça veut dire que non, mais on parle de vin, de luxe, tout ça, mais ça veut dire que pour être un patron en forme, il faut faire du sport. Voilà, si vous buvez autant de champagne que moi, vous avez intérêt à faire du sport. Oui. On va passer aux questions. Qui souhaite poser la première question à Philippe?
Monsieur, voilà, on va vous apporter il arrive, on va vous apporter un micro. Comment il faut qu'il y en ait un qui commence. Je suis un ancien timide maladif. Alors, Un ancien timide maladif. Mon cœur bat très fort. Bonsoir à toutes et à tous. La première question sérieuse, bien que la deuxième partie soit très sérieuse. Vous avez parlé de 50 ans tout à l'heure. Dans 1000 ans, où voyez-vous le groupe LVMH? Et là, on va voir si vous êtes visionnaire. Et la deuxième question, s'il vous plaît. Alors, la deuxième question, c'est pas une question. En fait, si je me permets, je souhaite devenir le premier YouTuber de France. Bon, j'ai décidé que ce serait, pardon, j'ai décidé que ce serait 2026, mais peut-être que ce sera un peu après, mais je vais tout donner pour que ça se fasse. Je suis dans le développement personnel et dans la motivation. Et tout simplement, je souhaitais vous donner un cadeau, mon livre. Et je souhaite aussi développer une marque. La marque s'appelle ou s'appellera J'aime la vie. Mon prénom et mon nom, c'est Jordan Moreau-Laronde, donc JML pour J'aime la vie, les initiales. Et je suis sûr et certain que ça va trouver écho dans le pays et dans le monde, parce qu'on a besoin d'être heureux et positif et que nous puissions le transmettre. Voilà. Personnellement, je ne bois pas d'alcool, mais il n'est jamais trop tard pour commencer. Hein. Mais voilà. Mais pourquoi pas? Peut-être que je serai le meilleur pour développer ce genre de produit quand on ne consomme pas. Ouais. Voilà. Bon. Bah, écoutez, merci beaucoup pour ce livre. C'est très gentil. Bravo. Merci beaucoup. Voilà. Mais je ne vous ai pas encore répondu à votre question. Dans 1000 ans, j'en ai aucune idée, bien sûr. Non, mais Milan, c'est évidemment effroyablement long puisque on pense où était l'humanité il y a 1000 ans. Donc c'est quand même beaucoup de générations. Mais moi, j'ose espérer que certaines marques, peut-être pas toutes, mais que certaines marques d'LVMH existeront toujours dans 1000 ans. Mais bon, c'est un espoir. Il n'y a pas d'historique. On connaît aucune marque qui existait déjà il y a 1000 ans. Donc voilà. Mais certaines sont plus que centenaires, enfin plusieurs fois centenaires. Hein, déjà, effectivement. Une autre question pour Philippe Chose. Oui, juste devant. Bonsoir. Voilà. Voilà. Elle est là la question. Oui. Bonsoir. Moi, je voulais savoir quelles conséquences pouvait avoir le réchauffement climatique sur la qualité des produits du groupe Moët Hennessy. Oui. Alors pour le moment, on assiste déjà à un changement climatique important, puisque les vendanges qui étaient historiquement en Champagne, par exemple, fin septembre, aujourd'hui ont lieu début septembre, voire fin août. Donc il y a clairement un réchauffement, l'effet du réchauffement est déjà là. Alors pour le moment, il y a plusieurs réponses à votre question. Donc pour le moment, l'impact il est plutôt positif, dans le sens qu'on a plutôt une bonne qualité de raisin. Par exemple l'année passée, les raisins étaient non seulement en grande quantité, mais aussi en très bonne qualité. Donc l'année 2022 sera un très très bon cru, alors que l'été était très très chaud. Bon, maintenant ça ne préjuge pas de l'avenir où les choses vont quand même s'empirer. Alors deuxième réponse, le raisin se cultive historiquement du nord de l'Afrique jusqu'environ la Champagne, hein, ou environ dans ces latitudes-là. Tout ça, ça va monter. C'est-à-dire le nord d'Afrique, ça va être quand même beaucoup plus difficile, ou le sud de l'Espagne va être plus difficile, et il y aura des régions plus au nord qui pourront devenir des régions où on pourra cultiver du raisin. D'ailleurs, il y a déjà des essais dans le sud de la Suède, en Angleterre, etc. Bon, moi je pense que le secteur qui va suivre, qui va souffrir le moins est celui qui est le plus au nord, c'est-à-dire la Champagne. Par contre, il faudra qu'on change les méthodes. Dans le passé, la Champagne était une région objectivement trop froide, trop pluvieuse. Et donc, la viticulture a inventé tout un tas de moyens pour, malgré ce temps, arriver à sortir un bon vin. Par exemple, l'orientation des vignes était orientée pour qu'il y ait un maximum de soleil sur les feuilles. La manière de couper les vignes était aussi là pour récupérer un maximum de soleil
les coteaux qui étaient les plus ensoleillés étaient ceux qui étaient les plus recherchés, etc., etc. Tout ça va devoir changer. Les cépages, on a choisi des cépages qui résistaient le mieux au froid. Dorénavant, il faudra des cépages qui seront plus adaptés à un climat plus chaud. Donc, je pense que la viticulture va évoluer. Ce ne sera pas la même chose. D'ailleurs, le champagne d'il y a 100 ans n'est pas le champagne d'aujourd'hui. Et dans 100 ans, ce ne sera pas le même champagne. Si toutefois on continue à faire du champagne, ce que je pense et j'espère. Et voilà. Et la même chose est un peu vraie pour d'autres régions. Il y a des régions qui vont souffrir plus ou moins. Mais de toute façon, on a heureusement des moyens d'adapter la viticulture au climat dans les différentes régions. Donc, pour résumer, je pense que la viticulture n'est pas menacée par le réchauffement climatique, sauf là où s'induit des problèmes importants sur l'eau, mais elle devra changer, elle devra évoluer. Et d'ailleurs, nous investissons dans la recherche actuellement pour nous adapter à des climats beaucoup plus chauds, que ce soit en Champagne ou ailleurs d'ailleurs. Vous avez investi, c'est tout à fait conséquent, hein, dans un centre de recherche. Oui, tout à fait. J'ai inauguré il y a 2 ans un centre de recherche en Champagne qui s'appelle le centre Robert-Jean de Vogüé et et dont une des missions est justement d'étudier la réaction au réchauffement climatique. Avant de vous donner la parole, juste parce que j'avais été accroché par des recherches pourtant notamment, et on se dit oui sur comment réussir à alléger le poids de la bouteille, par exemple. Donc c'est vrai qu'on se dit que bien sûr ça va réduire des coûts aussi de transporter des bouteilles moins lourdes, mais avec la pression du champagne, il faut que la bouteille résiste aussi à cette pression-là. C'est délicat. Ou par exemple, vous dites développer un vin bio en bouteille plastique recyclée. Donc ce plastique venant de ce 7e continent quelque part sur l'eau et donc qui pollue la planète. Oui, alors on a fait un test, c'était un test, on a lancé un rosé de Provence dans une bouteille effectivement faite en plastique recyclé des océans. Donc ça marchait. Après, le consommateur, il a quand même du mal à voir du vin en bouteille en plastique. Donc là, il y a encore du chemin à faire. Mais en tout cas, ça a été fait et c'était écologiquement une très bonne solution puisqu'on prenait un plastique qui était dans la mer et que on réduisait fortement le poids de la bouteille. En plus, on avait fait une forme de bouteille qui était très facile à empiler, donc on pouvait mettre beaucoup plus de bouteilles dans un carton que précédemment. Donc tout ça a été utile. Donc le projet pour le moment tel qu'il était là n'a pas abouti et c'est bien. Enfin c'est bien, c'est pas bien. On a des projets qui n'aboutissent pas et on est en train de travailler à une autre qualité de plastique pour arriver à avoir un rendu, un toucher qui soit plus qualitatif. Madame, vous aviez une question? Oui. Vous avez, pardon. Oui, bonsoir, Monsieur Schaus. Votre parcours effectivement est très impressionnant. Enfin, en tout cas, moi, il m'impressionne. À mon petit niveau, je suis une petite entrepreneuse ici au Luxembourg et je suis assez admirative. Mais j'ai une question plus personnelle vous concernant. Je me demandais si vous vous considériez comme un entrepreneur et aussi quelle était votre appétence au risque. Oui, je pense que alors évidemment. Ce n'est pas la même chose de mettre en jeu sa fortune personnelle, tout ce qu'on a pour fonder une entreprise, prendre des emprunts sur sa résidence principale et faire tout ce qu'on fait. C'est pas la même chose que de travailler dans une entreprise où vous prenez certes des risques, mais où les enjeux ne sont pas de la même taille à titre personnel. Donc, dans ce sens-là, je pense que l'entrepreneur ou l'entrepreneuse telle que je vous imagine est quelqu'un qui prend plus de risques du fait de cette constellation. Maintenant, cela étant dit, oui, nous sommes des entrepreneurs, nous prenons des risques, nous lançons des projets. Je peux vous donner un exemple. Nous allons ouvrir cette année un bar à Paris. Dans le 6e arrondissement, sur le boulevard Saint-Germain, avec un concept complètement nouveau. Nous allons beaucoup investir dans ce projet. Nous ne savons pas du tout si ça va marcher, mais nous voulions faire ce test parce que nous voulions tester une autre manière de vendre des cocktails avec accompagnés de nourriture, enfin d'un repas d'espèce de tapas. On voulait une autre atmosphère. On a voulu faire tout différemment et on voulait aussi que par ce projet apprendre ce que c'est vraiment que la mixologie en l'amenant à un autre niveau et avoir un lieu pour former nos équipes. Donc pour tout ça, on a investi dans ce projet une somme assez considérable et on sait que c'est à fond perdu, c'est-à-dire qu'on peut
on peut se tromper et ça peut ne pas marcher et ça peut empiéter sur nos résultats et sur nos objectifs. Et donc dans ce sens-là, je suis entrepreneur, c'est-à-dire que je prends des risques sur un projet que je suis pas du tout obligé de faire et qui a, si tout va bien, ben ça va marcher, mais ça va jamais nous faire monter et grimper au ciel. Et si ça va mal, ça va empiéter sur les objectifs sur lesquels je me suis engagé. Et donc, ça aura quelque part un effet négatif. Mais on est prêt à le prendre. Je suis prêt à le prendre comme mes équipes parce que on se dit c'est important qu'on prenne des risques, qu'on ait des projets, qu'on teste les choses parce que c'est aussi comme ça qu'on avance et qu'on progresse. Et c'est dans notre culture, c'est dans la mienne, mais aussi la culture, je pense, de mes équipes et aussi la culture de mon actionnaire. Autre question? Oui. Et voilà. Bonsoir. Bon, j'ai eu la chance et le plaisir de travailler dans la même société que Philippe et c'est pour cela que je me permets de continuer à te tutoyer ce soir. On voit depuis un petit moment depuis un grand moment déjà la désindustrialisation en Europe de l'Ouest. Et on constate aujourd'hui les suites désastreuses de cette désindustrialisation. Est-ce que tu penses que cette tendance est retournable et elle sera retournée? Alors, merci Claude. Alors, j'ai évidemment deux réponses. Alors d'abord, j'ai une réponse par rapport aux secteurs que je connais, qui sont les secteurs du luxe, LVMH. Et puis, j'ai une réponse qui est plutôt une opinion qui va au-delà des secteurs que je connais. Donc, sur le secteur que je connais, il n'y a pas eu de désindustrialisation, ou pratiquement pas, puisque LVMH produit toujours encore l'essentiel dans les pays d'origine des marques. C'est-à-dire, les sacs Louis Vuitton sont en grande partie produits en France, un petit peu aux États-Unis, un petit peu en Espagne. La même chose est vraie pour des marques comme Dior, qui produisent un peu en Italie, mais surtout en France. Les parfums sont faits en France, les montres sont faites en Suisse. Donc, il n'y a pas vraiment eu de désindustrialisation. D'ailleurs, le groupe LVMH est un des plus grands recruteurs de jeunes apprentis et de plus grands formateurs à des métiers qui sans cela disparaîtraient. Donc il y a une vraie volonté de garder le savoir-faire parce que il y a d'abord le made in qui joue quand même toujours un rôle pour le consommateur et puis il y a le sentiment que en gardant le contrôle total de la production, on garde quand même une maîtrise de la qualité et que même si ça coûte un peu plus cher, le consommateur nous récompense par des multiples importants, cette qualité maîtrisée et supérieure. Ça, c'est en ce qui concerne le luxe, qui a vraiment ce rôle-là, et qui donc est un grand employeur, et qui est un grand recruteur aujourd'hui en Europe. Je pense que on recrute des dizaines de milliers de personnes tous les ans dans les ateliers, un peu à travers le groupe, et c'est la même chose évidemment pour les vins et spiritueux. Alors, de manière générale, je pense qu'on est dans une phase de remise en question de cette désindustrialisation. Nous avons on voit quand même des modes de production qui reviennent en Europe, mais sous une autre forme, évidemment beaucoup plus automatisée. Parce qu'aujourd'hui il est difficile de trouver des ouvriers pour travailler dans des usines, hein. Donc il faut monter des unités de production beaucoup plus automatisées, beaucoup plus robotisées, et on voit aujourd'hui des choses qui sont en train de se passer. Moi je vois dans les filières qu'on utilise comme le verre ou d'autres produits où il y a plutôt un retour vers l'Europe. Aux États-Unis c'est pareil, il y a aussi une réindustrialisation qui s'est passée, qui est aussi quelque part mue par des considérations géopolitiques. Je pense que la guerre en Ukraine nous a laissé voir combien on était devenu surdépendant de la Russie en ce qui concerne l'énergie et par extension de la Chine en ce qui concerne la production de tout un tas de choses, voire même les médicaments, puisqu'on apprend aujourd'hui, et ça je l'avais ignoré, que beaucoup de médicaments ont des substances de base qui viennent de Chine ou d'Inde, dont on a perdu aujourd'hui la maîtrise. Donc, je pense que les pouvoirs politiques s'en rendent compte et qu'on a probablement atteint le point le plus bas de la désindustrialisation et que ça va remonter, mais ce ne sera plus ce qu'on a vécu, ce sera d'autres types de production avec d'autres moyens, parce qu'il faut aussi s'adapter au fait qu'on va avoir une pénurie de main-d'œuvre en Europe dans les prochaines années, une très grosse pénurie de main-d'œuvre. On n'aura pas les gens qui seront prêts à aller travailler comme c'était le cas il y a 30 ans ou il y a 50 ans.
Merci beaucoup. On va peut-être prendre encore une question, puis on va terminer parce que cette rencontre, mine de rien, on a commencé. Philippe disait, on fera peut-être pas trop long, on va bientôt approcher les 90 minutes. Philippe Chauss, et puis on va terminer en chanson parce qu'on a retrouvé la chanson. Mais y a-t-il encore une question? Ce sera la dernière question. Voilà. Bonsoir. Donc j'ai la chance de poser la dernière question. Ouais. Ce soir, on a beaucoup parlé de l'acronyme LVMH. Vous nous avez démontré aussi votre capacité de développement, de croissance, d'acquisition. Est-ce que vous pensez qu'un jour, LVMH pourrait devenir LVMH-H? Et je suppose que vous savez sur quel H porte ma question. Hermès. Oh. Non, je ne crois pas. Je crois pas. Je pense que la famille Hermès a vraiment envie de garder la maîtrise de sa société. Alors un jour, si on parle dans l'horizon des 1000 ans, monsieur alors là, on peut rien prédire. Mais je crois que dans un futur, dans la prochaine génération, je pense que Hermès voudra garder, la famille actionnaire voudra garder le contrôle total de son organisation, de sa maison. Et d'ailleurs, ils se sont structurés juridiquement pour le faire. Et voilà. Donc Hermès restera Hermès et LVMH restera LVMH avec un seul H. Merci. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin, ce qui n'empêche pas quelques échanges informels après. Donc, Phil Maltz, merci. Philippe Chauss. Grâce à vous, ce soir, nous sommes toutes et tous, et pour la première fois peut-être, pour la plupart d'entre nous, sauf votre équipe, on salue votre équipe Moët & Cie Belgique qui vous a et qui nous a fait l'amitié d'être venu vous écouter ce soir. Donc, grâce à vous, nous sommes non pas à 6, mais à 2 degrés de séparation ou 2 poignées de main de l'homme le plus riche du monde, Bernard Arnault, de Lady Gaga, de Daniel Craig, de Jay-Z. C'est pas tous les soirs. Donc, merci beaucoup, Philippe Chauss.